Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une initiation donc, au langage de programmation Python avec aucune connaissance préalable. Je vais vous parler rapidement donc, de l'installation des outils et on va essayer de faire trois choses ensemble. La première, ça va être de faire une sorte de simulateur de politesse en modifiant quelque chose qui est déjà existant et qui est très simple, qui est le fameux print hello world pour vérifier si tout fonctionne. Ensuite, on va imaginer qu'on est en pleine canicule et que le cerveau de votre frigo tombe en panne et que pour votre survie, il va falloir inventer, enfin réécrire un cerveau pour votre frigo et on va aussi simuler son fonctionnement. Et puis au final, on ira chercher en temps réel la position de la Station spatiale internationale au travers de ce qu'on appelle des web services ou des API et on essaiera même de voir si on peut la positionner sur un plan. Bien, je vais enlever la webcam qui ne va pas servir à grand chose et du coup on va pouvoir se concentrer sur l'écran ainsi que ma voix. Alors, on va utiliser Python. Python, il y a plusieurs versions qui existent et il y a plusieurs endroits où on peut utiliser Python. Donc, quel Python? Alors, la carte est en anglais, mais évidemment, je vais parler en français. On va utiliser Python en version 3 et il y a plusieurs cas. Soit vous pouvez installer Python sur votre machine parce que vous êtes administrateur de votre PC, de votre Mac, soit ce n'est pas le cas et à ce moment-là vous pouvez utiliser Python en ligne au travers de divers outils. Alors, je vais juste montrer les outils en ligne et puis on va se concentrer, enfin dans l'exemple que je vais donner, je vais utiliser Python local. Alors en ligne, il y a quelque chose qui s'appelle Google Colab, colab.research.google.com. Donc si vous avez un compte Google du genre YouTube et autres, vous avez déjà en fait un accès à ça. Et lorsque vous lancez le Google Colab, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle un notebook. J'en crée un. On crée un notebook, et un notebook c'est quoi? C'est une sorte de fichier Python, mais pas réellement, c'est une sorte de page web dans laquelle il y a des cellules de code Python et des cellules de texte. C'est pour ça que je vous ai mis le résumé de tout ce qu'on va faire, je l'ai fait sous la forme de notebook, parce que comme ça vous raconte toute une progression, ce que je ne peux pas facilement faire si je fais des fichiers Python complètement bruts. Mais juste pour vous montrer que dans cette page ici, si je fais 1 plus 1, donc ça c'est en ligne, et si je fais exécuter, alors la première exécution est un peu longue parce que il va aller chercher un Python qui va attacher à cette page, vous voyez qu'il est bien capable de compter et qu'on peut exécuter des instructions Python ici. Il y a d'autres, alors ça, je vais peut-être le garder. Il y a d'autres possibilités pour faire des notebooks qui contiennent du Python. Il y a ce site Kaggle, K-A-G-L-E, et puis ici il y a Notebook, et là aussi on peut créer des notebooks avec du Python. Et puis si on veut quelque chose de plus classique, c'est-à-dire pas des notebooks, mais vraiment un vrai fichier .py, un vrai fichier Python, comme si on l'avait en local, il y a un autre site qui s'appelle ROPL.it, où on peut faire de la programmation. On a accès à une cinquantaine de langages, dont Python, et donc on peut programmer dans le navigateur sans avoir de Python installé. Mais le mieux, c'est quand même de pouvoir installer en local son Python, parce que vous aurez accès à toutes vos données sur votre disque dur, etc. Donc, une fois qu'on a dit ça, et si vous partez en local ou en online, en local, il y a deux versions essentiellement de Python. Il y a Python 3 quelque chose. Actuellement, on est en Python 3.9, et puis il suffit d'aller sur le site et d'aller le télécharger et l'installer. Lorsque vous installez le Python, très très important, il faut bien cocher dans l'installateur, dans l'installeur, de rajouter Python au chemin. Ajouter Python au chemin, ça va permettre de le retrouver quel que soit l'endroit où vous voulez invoquer Python en ligne de commande au départ. Il y a une version de Python qui est plutôt dédiée aux gens qui veulent faire des data science et vraiment se spécialiser là-dedans. Et à ce moment-là, ça vient avec tout plein de librairies qui sont déjà préinstallées. C'est quand même très lourd à installer et il vaut mieux éviter d'avoir les deux en même temps, enfin éviter d'avoir des conflits ici entre les deux. Moi, pour l'instant, je me concentre ici sur la version de Python classique. Alors, une fois que Python est installé, où est Python? Eh bien, il faut lancer un terminal ou bien une console pour essayer de trouver.
Un terminal sous Windows, je vais dans j'appuie sur la touche Windows, ça lance le menu. Et après, je fais CMD pour essayer de trouver ce que j'appelle le command prompt, CMD. Si je fais CMD, ici, j'ai une console qui apparaît. Si vous êtes sur Mac ou sur Linux, hein, c'est un terminal et je pense que vous arriverez à le trouver. Et ici, simplement, ça me donne des informations là où je suis. Alors, sur Windows, c'est dir, dir. Je vois les fichiers qui sont actuellement ici. Et sous Linux, ce serait ls pour liste. Mais ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que si je tape dans ma console Python, je vais voir si l'interpréteur est bien installé. Donc j'y vais, je tape Python, et oui, je vois bien qu'il y a une version ici de Python. Et je vois aussi qu'il y a un curseur qui clignote. Ça veut dire qu'on est en train de discuter avec l'interpréteur. Je ne suis plus dans la console réellement. Je suis en train de discuter avec un interpréteur Python. Et lui, il est capable de faire tout plein de choses. Il est capable d'exécuter des instructions. Et par exemple, si je lui dis 1 plus 1, et si je fais entrer, eh ben, je vois ici que j'ai le résultat 2, donc il est bien capable de faire des choses. Si je veux quitter l'interpréteur, parce que ça, c'est comme une discussion, je peux lui demander quelque chose, je peux taper qu'une ligne et puis il va me répondre. Mais dans la réalité, on va plutôt faire un fichier avec tout plein d'instructions et on lui donnera plutôt le fichier en entier et on va lui demander d'exécuter les choses. Eh bien, je vais donc quitter l'interpréteur. Pourquoi je vous l'ai montré? Parce que souvent, on peut lancer un interpréteur et puis tester des choses. Bidouiller rapidement des petites choses, mais ça ne va pas nous permettre d'écrire un programme en entier. Pour quitter l'interpréteur, on fait CTRL-Z sur Windows, et si vous êtes sur Mac, c'est CTRL-D. Et là, vous voyez que je reviens ici dans la console. En tout cas, mon Python est bien installé, j'ai bien rajouté Python au chemin, c'est pour ça qu'il l'a effectivement trouvé. Donc c'est ce que j'avais marqué ici. Ok. Nous, ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est créer des fichiers texte qui auront une extension .py. Et c'est là-dedans qu'on a envie d'écrire notre histoire et l'ensemble des commandes qu'on veut demander d'exécuter par l'ordinateur. Donc ce sera Python, nom de fichier, .py. On pourrait utiliser n'importe quoi pour écrire ce fichier. Néanmoins, on veut se faciliter la vie et plutôt que d'utiliser Notepad, on va utiliser un environnement de développement intégré et donc on va prendre ici Visual Studio Code. Alors vous pouvez prendre ce que vous voulez en fait, hein. Mais c'est quand même celui qui est le plus populaire, donc vous pouvez l'installer, c'est multiplateforme. Une fois que vous avez installé Visual Studio Code, je vais le lancer et ça ressemble à ceci. Et avant de pouvoir faire notre programmation Python, on va installer une extension pour Python. Parce que c'est un environnement qui est assez simple et tout le but du jeu, ça va être de rajouter les extensions qui vont être utiles pour vous. Alors juste rapidement, ici ça permettra de voir vos fichiers, ici ce sera pour chercher dans l'ensemble de vos fichiers de votre projet, ici c'est pour de la gestion de versionning et de travail collaboratif, etc. Ici les petits carrés, donc c'est les extensions. Alors, on veut apprendre à faire du Python, ben, on va chercher Python. Le Python est ici. Alors, j'ai déjà installé l'extension, puisque si vous ne l'avez pas installé, il y a un bouton qui s'appelle Install, en bleu, et il suffit de cliquer dessus pour l'installer. Ici, je vois qu'il a été déjà téléchargé 31,2 millions de fois. Donc, vous n'êtes pas seul. Et en plus, c'est Microsoft qui réalise cette extension. Donc, a priori, vous pouvez faire confiance. Une fois que c'est installé, nous allons pouvoir du coup débuter. Mais alors, comment ça fonctionne? Le principe de Visual Studio Code, c'est de travailler sur un dossier. Un dossier, ce sera un projet. Donc, le but du jeu, ça va être, quelque part, n'importe où, de créer un dossier qui s'appellera, je sais pas, Initiation Python, enfin, votre projet. Et ensuite, vous pouvez aller dans Visual Studio Code, et vous pouvez aller dans Fichier, ouvrir un dossier, Open Folder. Alors, je vais aller dans mon desktop, et si je tape donc Initiation Python, et si je le sélectionne, je vois ici que je retrouve ici mon nom de dossier, Initiation Python.
Alors ça, c'est des conseils qui vous sont donnés, etc. Je vais l'enlever. Pour l'instant, dans notre dossier, il n'y a pas encore de fichier, c'est complètement vide. On pourrait ajouter des fichiers en faisant fichier, nouveau fichier, ou bien en utilisant les petites icônes. Et ce que je propose de faire, c'est qu'on fasse un premier fichier Python, qu'on va appeler hello.py. Alors le .py, il est absolument essentiel, parce que ça va permettre de faire comprendre à l'IDE, c'est-à-dire à l'environnement de développement intégré, que vous êtes en train de faire du Python, et comme ça, il va savoir comment vous aider. Parce qu'il y a tellement de langages de programmation, donc ça, c'est hyper important de ne pas le rater. Donc, ici, je n'ai peut-être plus besoin de voir ça, hein. Je peux cacher le panneau de gauche. Et donc là, j'ai un fichier qui s'appelle hello.py. Et on va essayer de deviner un peu ensemble les différents concepts de la programmation, en essayant de modifier quelque chose qui est extrêmement simple. Et après, on fera un tour d'horizon de ces concepts-là. Mais plutôt que de vous donner des choses de façon très c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, l'idée, c'est plutôt d'essayer de comprendre ce dont on a besoin et de le faire en manipulant. Et de voir un petit peu comment on peut programmer en modifiant des choses qui sont déjà existantes, sans forcément tout comprendre. Enfin, l'idée, c'est vraiment de manipuler et d'apprendre en faisant. Sinon, l'autre idée, c'est que vous allez faire un cours de plusieurs mois, et puis ensuite, vous allez appliquer les choses, mais en programmation, c'est comme une langue étrangère, il faut pratiquer, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, allons-y. Une instruction que tout plein de gens font, quand ils installent, c'est de voir si le programme est capable de communiquer avec le monde externe, c'est-à-dire vous. Vous allez donner des instructions à l'ordinateur, mais si lui, il n'est pas capable de vous dire le résultat, c'est juste pas la peine. Donc, ce que font souvent les développeurs quand ils installent leurs outils, leur langage de programmation, etc., le premier truc qu'ils font, c'est est-ce qu'il est capable de communiquer avec moi, cet ordinateur? Et l'instruction que tout le monde fait, en gros, pour tester ça, c'est print hello world. Bon, ok, et on va comprendre ce dont il s'agit. Comment j'exécute ce truc? Alors déjà, je viens de taper quelque chose. Alors je reviens en arrière. Je fais PRI. Vous voyez qu'il me propose déjà des trucs. Parce qu'on a fait .py. Parce qu'on a installé une extension Python. Parce que du coup, il sait ce qui est possible ou pas. Et ici, en violet, ça veut dire que c'est une fonction. Donc une fonction, c'est quoi? C'est comme à l'école f de x égale quelque chose. Vous faites print de parenthèse. Il va prendre aussi des arguments qui ne vont pas être x, y, machin, mais qui vont être autre chose. Et quand on lit un petit peu ici, c'est un petit peu cryptique quand même, c'est pas super clair, mais en fait, ça permet d'écrire dans la sortie standard, cette instruction. Ok, bon. Et ça prend un ou plusieurs paramètres. Et là, quand j'ai fait print hello world, je donne un paramètre qui est une chaîne de caractères. Je donne un paramètre qui est une chaîne de caractères. Ok. Donc, où est-ce qu'il va écrire? La sortie standard, par défaut, ça va être dans la console. Parce que vous n'allez pas tout de suite écrire dans des interfaces graphiques comme une page web ou comme une interface graphique native sur votre système. Vous allez d'abord apprendre à ce qui se passe réellement en dessous du décor. Et en dessous, c'est forcément du texte qui se passe. Donc, je fais print hello world. Et maintenant, j'aimerais exécuter ça. Alors, dans l'environnement de développement, il y a un petit bouton qui a été rajouté sur la droite et qui ressemble à ce petit triangle. Et quand je laisse la souris dessus, il y a marqué Run Python File in Terminal. OK. Exécuter le fichier Python dans le terminal. Je fais Run. Et là, je vois effectivement Hello World. Donc là, il me donne, dans un terminal en fait, qui est intégré à l'environnement de développement, il me donne le résultat, il est capable de communiquer avec moi. Bonne nouvelle, parce que du coup, je vais pouvoir lui donner tout plein de boulot à faire, et puis il pourra me dire le résultat. Alors, comment ça se passe réellement sous le capot? Parce que là, on est dans l'environnement de développement intégré. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Je vais quand même vous le montrer rapidement. Si on revient dans le dossier qu'on a créé, qui s'appelle Initiation Python, je double-clique et j'ouvre ce dossier. J'aimerais ouvrir un terminal à cet endroit précis. Dans Windows, on peut faire ça en cliquant dans l'explorateur de fichiers, en cliquant sur l'adresse.
Et si je tape cmd, pour commande, cmd, dans l'adresse de l'explorateur Windows et je fais entrer, il m'ouvre le terminal directement à cet endroit du dossier. OK. Eh bien, ce que l'environnement de développement a fait quand on a cliqué sur Run, il a simplement fait Python, c'est-à-dire il a invoqué l'interpréteur Python, et puis il a donné le nom de fichier. Alors le nom de fichier, on le voit, hello.py. Je fais entrer, et puis il me répond Hello World. Donc juste pour savoir en fait ce qui se passe derrière, c'est simplement ceci. Et je reviens dans l'environnement de développement intégré. Et maintenant, le but du jeu, et je pense que c'est un peu original, on va essayer de partir de ce truc-là, et on va essayer de le transformer en simulateur de politesse. Imaginons que vous rentrez dans je sais pas, dans un salon Zoom ou autres, Teams et autres, et puis dans le chat, vous dites bonjour à tout le monde, etc., pour être poli, compagnie. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'automatiser ça et dire bonjour à tout le monde, sauf que vous tapez un minimum de choses et que ce soit le programme qui est rajouté tout plein de choses. Alors dans la réalité, ça ne va pas être très utile, hein, je ne pense pas que vous allez l'utiliser, mais le but du jeu, c'est de partir de quelque chose d'aussi stupide que cette phrase-là, et de voir si en modifiant des choses, on peut essayer de comprendre les différents concepts qu'on va avoir besoin. Donc le but du jeu, transformer ça en un simulateur de politesse pour toutes les personnes présentes, et leur dire bonjour et rajouter des choses. OK. Donc, par exemple, imaginons que dans votre salon, il y a quelqu'un qui s'appelle, vous allez commencer par A, B, C, quelqu'un qui s'appelle Anna. Hello Anna. Vous voyez très bien que si vous voulez modifier ce truc-là, ici c'est une fonction, vous ne voulez pas trop le modifier parce que c'est déjà ce que vous voulez. Par contre, vous pouvez juste modifier finalement le paramètre qui est ici devant la fonction, enfin que prend la fonction. Donc si vous voulez dire bonjour à quelqu'un, vous enlevez world évidemment, enfin ça vous avez deviné, puis vous mettez Anna, OK, vous faites run, et puis évidemment ça fait Anna. Bon. Et vous, comme vous êtes super poli, peut-être que vous voulez dire un peu plus que juste hello. Si le print ça a marché une fois, peut-être que ça va marcher 2 fois. Donc vous allez utiliser un raccourci qui est très utilisé par les développeurs, vous sélectionnez, et vous allez faire CTRL-C pour contrôle copie. Vous allez en dessous, vous faites CTRL-V, et vous pouvez dire I hope you're going well. Bon, on aurait pu le taper quand même, hein, mais bon. J'espère que tu vas bien. Voilà. Est-ce que ça marche encore? J'ai fait 2 instructions print avec du texte. Est-ce que ça marche toujours? Oui, ça marche toujours. Bon. Alors, imaginons que vous avez maintenant d'autres personnes, et c'est là que le contrôle-copie va être plutôt utile. Tout à l'heure, j'aurais pu le taper. Alors, on va dire qu'il y a Bob. Voilà. Après A, il y a B, donc on va dire qu'il y a Bob. On va dire qu'il y a Clara, etc., etc. Et si je fais run, là, eh bien, je vois que j'ai déjà tout plein de texte qui est généré. Mais ça devient un peu compliqué parce que, mine de rien, je suis obligé quand même de taper tout plein de choses, même si j'ai fait CTRL-copie, coller. Et puis mon programme, il va être très long, hein, si j'ai une centaine de personnes, et je vais pas faire tout ça, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une autre astuce pour essayer de se dire, j'ai pas envie de refaire tout ça, là, c'est toujours la même chose, le hello, c'est toujours la même chose, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui change? Oui, il y a quelque chose qui change, c'est juste le prénom. Donc, si c'est la seule chose qui change dans ce qu'on a ici, peut-être qu'on peut inventer le concept de variable, quelque chose qui va changer dans un monde qui va être plutôt statique autour. Donc, peut-être que je peux tout enlever. Et peut-être que on va essayer d'inventer une variable. Alors, une variable, on fait comment? On lui donne un nom, une étiquette. Je vais prendre name, nom, c'est plutôt pas mal. Et je vais dire égal. En fait, le égal, c'est un symbole d'assignation. C'est-à-dire que ce qui est à droite de ce symbole égal va se retrouver dans une boîte avec une étiquette nom, name. Ça, c'est une variable de type texte, string. Il y a des variables de type nombre entier, de type nombre à virgule, de type vrai ou faux, on appelle ça des booléens. Bon, comment je mets ma variable ici, là?
Alors là, il y a deux possibilités. Soit vous mettez virgule et vous mettez name, parce que la fonction print est capable de prendre un ou plusieurs arguments. Si je fais play, run, je vois bien Hello Anna, non c'était où? C'était là. Hello Anna, I hope you're going well. Donc ça marche. On a une fonction là. Enfin, pas une fonction, on a une variable. Bon, maintenant, si je veux rajouter Bob, j'ai juste à changer le nom de la variable. Je fais ça, et j'ai Hello Bob, I hope you're going well. Si je veux faire Clara, je change juste évidemment la variable. Et je vois que ça le fait. Néanmoins, c'est quand même très fatigant ici d'avoir à chaque fois changé ici le nom et d'exécuter. Comment est-ce que je pourrais faire? Ce qui serait pratique, c'est d'avoir tous les prénoms au même endroit, d'avoir une sorte de collection de données, une collection de prénoms. En Python, on va utiliser des collections de données, et il y en a essentiellement de deux types. Il va y avoir les listes Python et les dictionnaires Python. Alors comment ça marche? Alors imaginons que on va virer ce truc-là, on va dire je veux une liste, alors du coup je vais mettre un S, je vais dire les noms. Les noms, et en Python, les listes, ça va commencer avec des crochets. Et je vais pouvoir séparer par des virgules les membres de la liste. Donc, ça va faire Anna, suivi de Bob, suivi de Clara. Ok, et j'ai ici une liste. Alors, si j'exécute là, il va se plaindre. Parce qu'il va me dire, mais non, ça n'existe pas, là, le name, ça n'existe pas. Évidemment, on l'a enlevé. Par contre, j'ai une liste. Si je fais ça, tiens, je ne sais même pas, qu'est-ce que ça fait si je fais ça? Il va m'imprimer toute la liste. Hello, toute la liste? I hope you're going well. C'est une idée, mais bon, les gens aiment les choses personnalisées. Si vous leur envoyez une liste en entier avec tout le monde, ils vont voir que vous ne pensez pas à eux. Donc, on va essayer d'obtenir juste, par exemple, Anna, pour commencer. Pour obtenir un membre de la liste, eh bien, il faut mettre des crochets. Votre collection de données, crochet. Et dedans, dans une liste, on peut y accéder avec un index qui est un nombre entier. Et là, le piège de la programmation pour les débutants, c'est qu'en général, le nombre entier ici commence à 0 et pas à 1. Donc si je fais names de 0, et je fais run, et là, effectivement, j'ai Anna parce qu'elle est à la position 0. Bob va être à la position 1, Clara va être à la position du coup 2. Et si je fais run ici, j'ai effectivement Clara. Bien, alors comment on peut continuer? Parce que là, c'est bien joli mon truc, mais à chaque fois, il faut que je fasse run, que je change l'index, que je fasse run, que je change l'index, ça ne va pas. J'aimerais pouvoir automatiser ça. Comment on peut automatiser? Ah bien, en programmation, on a le concept de répétition et de boucle. Et il y en a essentiellement de deux types, et je vous montrerai après un petit tour d'horizon rapide des fonctions. Mais il y a while, tant que, W-H-I-L-E, mais ça on ne va pas faire. Tant que quelque chose est vérifié, on fait quelque chose. Et sinon, il y a la boucle for. Alors la boucle qu'on va faire, c'est que on veut regarder en fait on aimerait aller dans, on veut aller dans les listes names et faire quelque chose. Mais il va falloir qu'on envoie une sorte de variable temporaire aller explorer la liste. On veut envoyer quelqu'un qui va aller d'un élément à un autre élément et récupérer à chaque fois la valeur. Donc, le but du jeu, on va écrire for name. Alors, ça aurait pu être index, enfin, index, c'est pas une bonne idée, mais bon. Pour nom dans les noms, la liste de noms, faire quelque chose. Alors, en Python, quand on veut exécuter plusieurs instructions de programmation, une ou plusieurs d'ailleurs, et on va utiliser deux points. Alors que dans les langages type JavaScript, etc., ce sont des accolades qui sont utilisées. JavaScript, Java, C, C++, C Sharp et tout ça, c'est des accolades. Mais non, en Python, c'est vraiment très particulier. Et moi, je trouve ça très bien. Il y a ce concept d'indentation. Pour que les choses soient exécutées en même temps, on va les mettre au même endroit verticalement. Donc par exemple, ça, c'est à la verticale de for,
Ça va être exécuté en même temps. Alors là, maintenant, par contre, ici, il n'y a rien à exécuter pour l'instant. Donc, il va falloir que je mette, moi, ça. Je vais faire Tab. Je sélectionne, j'appuie sur Tab. Et je reviens en arrière. Et je peux faire CTRL S pour sauvegarder. Alors déjà, là, ici, j'essaie de comprendre. Non, nous, on va avoir un nom qui va parcourir la liste de noms. Et donc, moi, ce que je veux, c'est obtenir le nom. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? On a déclaré une liste. On dit pour une variable qui s'appelle nom, qui va parcourir dans la liste de noms, imprimer hello, nom. J'espère que vous allez bien. On fait run. Et là, vous voyez que ici, en très peu de lignes, on arrive quand même à écrire déjà pas mal de choses. Et on a déjà vu un certain nombre de concepts. On a vu des variables, on a vu une collection de variables sous forme de liste, on a vu une boucle, et donc l'exécution dans une boucle. Qu'est-ce qu'on peut vouloir d'autre? Moi, j'aimerais quelque chose qui soit peut-être encore plus compact que ça. Ici, je dis bonjour, non, j'espère que vous allez bien, mais peut-être que je voudrais encore rajouter des choses, ça pourrait être plus complexe, ma formule de politesse. Et du coup, j'aimerais bien mettre toute cette mécanique-là, j'aimerais la mettre dans un morceau de code que je peux rappeler quand j'en ai envie et quand j'en ai le besoin. Et ça va rendre les choses à la fois plus modulaires, plus portables, mais aussi ça va me permettre de rendre le code plus lisible, parce que là, il faut que je lise tout ça, etc. Moi, j'aimerais bien un truc qui soit juste greetings, non. Bonjour, non, et après, ça fait tout le tralala. Alors, il y a un concept en programmation, quand on veut rappeler des morceaux de code, et ce concept, c'est les fonctions. En Python, ça s'appelle DEF. C'est les mots-clés pour créer une fonction. En JavaScript, ce sera function. Alors, DEF espace, eh ben, on va créer une fonction qui s'appelle greetings. Bonjour. Comme c'est une fonction, il y a des parenthèses. Et comme on n'est pas en JavaScript, il n'y a pas des accolades, hein, mais Python remplace tout ce qui est accolade avec juste 2 points, et ensuite, tout va être verticalisé au même endroit, c'est-à-dire avec une indentation par rapport à la ligne précédente. Et il le fait automatiquement dans l'éditeur. Donc qu'est-ce que je veux faire moi? Ben, je veux prendre tout ça là, ça ici, je veux le prendre et je veux le mettre dans ma fonction bonjour. Donc greetings, ok. Alors ceci dit, avant de le faire, ça marcherait déjà, mais c'est une bonne idée quand même de donner à votre fonction les paramètres dont il a besoin. Et le paramètre dont il a besoin ici, c'est nom. Donc bonjour nom, et donc ce nom va être disponible dans votre fonction, et ça va pouvoir dire hello non, j'espère que vous allez bien. Et donc maintenant dans mon programme, si tout se passe bien, ça va faire greetings, et je vais mettre à la place donc le nom. Je vais donner le nom. Alors, let's go. Et ça fonctionne. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a là? Ici, alors, les commentaires en Python, c'est des trucs qui ne vont pas être exécutés. C'est dièse. Dièse. Et là, ici, c'est mes fonctions, libari, enfin ce que vous voulez. Ça, c'est des trucs que je veux pouvoir aussi un jour exécuter dans d'autres programmes. Comme ça, j'aurais même plus besoin de les écrire. Bon, là, je ne vais pas en avoir besoin d'un truc comme ça, mais bon. Ici, c'est un petit peu mes données, là. Mes données avec lesquelles je vais travailler. Et votre application, pour l'instant, elle se trouve ici. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on structure un petit peu les choses comme ça, on voit que là, c'est quand même extrêmement lisible et c'est très très court. Pour nom, dans la liste de noms, dire bonjour. Greetings, name. Ok. Et on va essayer de continuer un petit peu de complexifier ce truc-là, de le tritouiller et de découvrir peut-être d'autres concepts. Alors, je refais play, je refais run et ça fonctionne toujours. Alors, quel autre concept? Comment on pourrait améliorer et puis enrichir ça? Peut-être qu'on pourrait dire I hope you're going well dans ta ville. In London, in Paris, whatever. Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh ben, on va introduire une nouvelle collection de données. On aimerait savoir où habitent nos amis. Donc on va faire une collection de données qui va s'appeler cities. Mais
ce n'est pas une liste, parce qu'il va falloir que je puisse dire Anna, elle habite où? Bob, il habite où? Clara, il habite où? Et du coup, il va falloir que je parte sur un autre concept qui n'est pas une liste, mais qui va être un dictionnaire. Alors, il se trouve que les dictionnaires, par contre, eux, ils utilisent des accolades. Contrairement, donc, c'est pas des fonctions, enfin, c'est pas des blocs de code, hein, c'est un dictionnaire. Et ben, comment ça fonctionne un dictionnaire? Ben, ça prend des clés. C'est-à-dire, c'est un système clé-valeur. Donnez-moi la clé, je vous donnerai la valeur. Donc, clé-valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais ça, eh bien, Anna, ce serait la clé, 2 points, la valeur, ce serait London. Elle habite à Londres. Bob, ce serait la clé, 2 points, il habiterait à Paris. Clara, ce serait la clé, 2 points, elle habiterait à Strasbourg. Ok. Qu'est-ce que je peux faire de ça? Comment, tout à l'heure, on avait vu qu'on pouvait facilement accéder à chacun des éléments ici, avec l'index. On avait fait names, crochet du numéro d'index. Comment j'accède à... je ne sais pas si je veux retrouver Londres, comment pour Anna, comment j'accède à ça? Eh bien, ça ressemble quand même beaucoup. Si je fais print, et si je mets cities, et si je mets en crochet la clé à laquelle je veux accéder, je veux savoir où habite Anna. Et je fais run. Et si je regarde, je vois effectivement que Anna habite à Londres. Donc je suis capable d'accéder avec la clé, donc à un élément ici, à la valeur correspondant à la clé. Donc repartons de cette connaissance et essayons de voir si on peut dire I hope you're going well dans ta ville. Comment faire? Eh ben, dans notre fonction où on dit bonjour, on donne le nom, mais il faudra aussi donner la ville. Alors pour l'instant, c'est pas exactement où habite la personne. Quoique j'aurais pu le faire et lui donner exactement ça. Mais bon, je vais lui donner carrément tout mon dictionnaire. Je lui donne tout mon dictionnaire. Et du coup, ici aussi, je vais prendre tout mon dictionnaire. Cities. OK. Ben, j'espère que you're going well in, dans, et je peux par exemple mettre une virgule, ou même un plus. Il y a cette notion de concaténation. On peut, si je veux qu'un seul paramètre, hein, je peux très bien coller une chaîne de caractères à une autre chaîne de caractères avec le plus. Et là, ici, ben, il s'agit de prendre mon dictionnaire, là, puisque je l'ai donné en entier. Et j'aimerais le dictionnaire, mais j'aimerais la valeur qui correspond à la clé nom, puisque le nom de la personne, on l'a ici. Donc, cities du nom qu'on va recevoir, moi j'aimerais bien l'imprimer ici. Maintenant, si je fais run, est-ce que ça marche? Alors, je vais tout en bas, et oui, ça fonctionne. Donc, vous voyez un petit peu l'idée. On a quelque chose qui est déjà un petit peu plus évolué. Et on pourrait même aller plus loin, on pourrait dire, mais si une personne habite dans une ville en particulier, vous pourrez peut-être lui chanter, je sais pas, quelque chose ou une phrase qui correspond de sa ville ou de sa culture. Ben, si on veut vérifier que quelque chose existe, donc en français c'est si quelque chose, en anglais ça va être if quelque chose, et en programmation ça va être aussi if. Si. Donc if cities de name, ça c'est la ville dans laquelle la personne habite, est égal à par exemple Strasbourg, ici, ben, je peux éventuellement faire quelque chose. Et si je veux faire quelque chose, ben, je mets 2 points, parce que là on va mettre toutes les instructions qu'on veut réaliser, 2 points, et non pas des accolades, mais 2 points quelque chose. Et là je pourrais dire quelque chose local, ou bien une autre information, etc. Et je vais faire de nouveau run. Et là, je vois que, ben, effectivement, j'ai bonjour Anna, j'espère que vous allez bien à Londres, hello Bob, j'espère que vous allez bien à Paris, hello Clara, j'espère que vous allez bien à Strasbourg, comme moi, etc. Et comme ça, en essayant de jouer et de modifier des choses sur quelque chose d'assez anodin, comme ça, on a quand même vu
des concepts importants. On a vu les variables, on a vu les collections de données sous format liste, on a vu des collections de données sous format dictionnaire, on a vu des boucles, on a vu des fonctions, et on a vu des conditions. Ben, avec ça, vous pouvez faire déjà, mais alors, énormément de choses. Et du coup, on va peut-être revenir sur la carte mentale et voir un petit peu les concepts de la programmation. Et les concepts de la programmation, ils ne sont pas énormes. D'ailleurs, j'ai même un autre document quelque part ici, où je reprends les concepts JavaScript et Python. Donc là, on fait du Python. Ce qui va changer, c'est la syntaxe. Donc c'est les virgules, la façon dont on écrit. C'est un peu l'orthographe, hein, la syntaxe. Enfin, quoi que non, c'est pas la même chose. Mais bon, la syntaxe, vous imaginez ce que c'est. On a vu qu'il y a des variables, on a vu qu'il y a des groupes de données. En Python, c'est des listes et des dictionnaires. Le jour où vous ferez du JavaScript, ça s'appelle des arrays et des objects, mais c'est la même chose. On a vu les fonctions, ça se disait un petit peu différemment en JavaScript et Python. Les conditions, c'est très similaire en JavaScript et en Python. Les boucles et les entrées-sorties. Et c'est à peu près tout, quoi. C'est quand même pas énorme. Si vous arrivez à maîtriser ça, ben vous allez pouvoir faire énormément de choses. Donc, les variables, ben, on a vu que pour l'instant, on n'a fait que des chaînes de caractères, mais il y a aussi des chiffres, des nombres à virgule flottantes, des booléens qui sont vrais et faux. D'ailleurs, il y a même des fonctions Python qui permettent de transformer une variable chiffre en un texte et inversement, si c'est compatible. Si j'ai 42 en chaîne de caractères, je peux lui dire int chaîne de caractères 42, il va me le transformer en nombre. Si je veux faire des calculs, ça va être utile. Les listes et les dictionnaires, on l'a vu, hein, c'est ces collections de données. Je vous ai mis à chaque fois des liens dans la carte mentale et je le mettrai dans les commentaires. Il y a donc des exemples, vous pouvez même l'essayer par vous-même, etc. J'ai pris des choses que j'ai trouvées très facilement sur Internet, hein, il y en a tout plein d'autres qui existent. Les entrées-sorties, ben, print. Input, ça c'est pour demander en ligne de commande des informations. Donc vous pouvez faire des jeux en ligne de commande avant de faire des trucs un peu plus compliqués en interface graphique. Essayez déjà de le comprendre en ligne de commande. La notion de répétition, ben, il y a la boucle pour et la boucle tant que. Ça on la verra plus tard, la boucle tant que. On le fera quand on fera peut-être la Station Spatiale Internationale ou peut-être le frigo. Tiens. Il y a les fonctions. Donc pour regrouper des lignes, enfin des commandes entre elles, c'est un petit peu comme des verbes, les fonctions. C'est une série d'actions, et puis vous pouvez le rappeler comme vous voulez, même dans d'autres programmes d'ailleurs. Il y a des conditions, si quelque chose, parfois il y a même else, si quelque chose, etc. Il y a aussi le fait de vérifier, si on fait 2 égales, on va vraiment vérifier l'égalité de ce qui est à gauche, ce qui est à droite, inférieur, supérieur, etc. Il y a le fait d'écrire dans le système de fichiers, c'est-à-dire qu'on peut écrire des fichiers ou lire des fichiers, analyser des données dans des fichiers localement. Mais on peut aussi aller chercher des données distantes sur des serveurs et au travers de ce qu'on appelle des API. Il y a tout plein d'API. Même le gouvernement publie tout plein de données, notamment sur le Covid, par exemple, si vous voulez faire une étude statistique là-dessus. Tout ça, c'est disponible. Et d'ailleurs, on installera une librairie pour simplifier le traitement de ces choses-là. Voilà pour cette première activité. J'ai tout mis dans ce petit document, donc sous la forme d'un Jupyter Notebook. Et comme ça, vous pouvez y revenir, exécuter telle ou telle partie et avoir un petit peu tout ça. Maintenant, le challenge numéro 2. Ça fait combien de temps qu'on enregistre? Ça fait 38 minutes. Oh. Alors le challenge, ça va faire quelque chose de très long. Le challenge numéro 2, j'essaierai de mettre, je mettrai les liens directs vers chaque activité, du coup. Votre frigo, on va essayer d'imaginer que son cerveau a lâché lors de la canicule, et il va falloir le refaire. Comment on va faire? Alors, ce que je propose de faire, c'est qu'on repart d'ici. On va créer un nouveau fichier, donc je vais ici dans l'explorateur, et je vais créer un nouveau fichier ici, enfin la partie, et on va appeler ça fridge, et je vais faire .py, fridge.py. Et mon mode du jeu, c'est comprendre un frigo. Et alors, comment fonctionne un frigo? Alors, réfléchissons. Un frigo, il y a quoi?
il y a un capteur de température, c'est-à-dire on va utiliser des variables. Et dans les variables les plus importantes, il va y avoir notamment la température mesurée. Hein, parce que, évidemment, les actions qu'on va faire vont dépendre de la température mesurée. Alors, je vais imaginer une condition initiale. Et je vais dire qu'on départ à 3. OK. Il y a, je pense, une température ou à 3 ou à 2, enfin, ça ne devrait pas changer grand-chose. Il y a une température désirée. Et je vais dire que ce sera 3. La température désirée, c'est quoi? C'est le thermostat. Vous ouvrez le frigo et vous avez un truc là qu'on peut tourner. Et ça, c'est la température désirée. Mais on n'est pas tout le temps à la température désirée. Pourquoi? Parce que le circuit de refroidissement, il ne peut pas s'allumer et s'éteindre comme ça en permanence tout le temps. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de la température qui est désirée, il va y avoir une température max et une température min. Et uniquement lorsqu'on va atteindre ces paliers de température maximum et de température minimum, le circuit de refroidissement va se mettre en route ou va s'éteindre. Donc du coup, il y a une sorte de température max, qui serait égale à la température désirée. Et là, j'invente un truc, je vais dire plus 2 degrés. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais on imagine. Là, c'est pour les besoins de l'opération. Une température minimum qui serait la température désirée sur notre thermostat, moins 2. Donc là, j'ai créé en fait des variables qui sont dérivées des variables de la température, de la variable température désirée. Et puis, il me semble qu'il y en aura encore une autre variable qui pourrait nous être utile pour faire notre fameux frigo. Ça va être le fait que le circuit de refroidissement fonctionne ou est-ce qu'il ne fonctionne pas. Et ça, c'est vrai ou c'est faux. Et donc, c'est une variable de type booléenne. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais appeler ça compresseur, parce que c'est le compresseur. On va le faire en anglais. Et comme c'est une variable booléenne, je vais dire que le compresseur, il est, je sais pas, on va dire qu'il va partir à faux, false. Et le booléen en Python, c'est false ou bien true, et ça commence avec une majuscule. Donc ça, c'est mes conditions initiales. Alors je pourrais marquer initial condition. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais si un jour vous voulez mettre tout ça en commentaire, bah vous prenez tout ça là, et vous faites CTRL/. CTRL/, ça met en commentaire, CTRL/, ça l'enlève. CTRL/. OK. Et maintenant, j'aimerais comprendre ce que fait le frigo, quoi. Le cerveau, l'intelligence qu'on a mis dans le frigo, c'est quoi? Donc, alors, brain. On va appeler ça brain. Ben, l'intelligence qu'on a mis dans le frigo, c'est ce qu'on lui demande de faire. Et qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Ben, on lui demande de vérifier si des conditions sont réalisées à la température maximale ou à la température minimale. Donc, on avait déjà vu if. Ben, si la température mesurée, si notre température mesurée, elle est supérieure à la température max autorisée, ben, je peux faire 2 points, et puis je peux lui donner des ordres. Et là, l'ordre que j'aimerais lui donner, c'est que, compresseur, là, comme la température est au-delà de la température maximale, le compresseur, il faudrait peut-être qu'il s'active. Là, hein. Donc là, on veut que ce soit vrai. Compresseur vrai. Bon. Inversement, si la température mesurée est inférieure à la température minimale, à ce moment-là, on aimerait faire aussi quelque chose. Et là, on va rentrer dans de la glace. Donc, il faut absolument que le compresseur s'arrête. Donc, on aimerait à fond. Alors, ça, a priori, si on avait accès à un vrai frigo et qu'on avait accès au capteur avec des nano-ordinateurs comme les Arduino, par exemple, ben ça devrait déjà fonctionner. Et ça permettrait d'éviter de ne pas avoir un humain qui branche et débranche le circuit de refroidissement et de le faire automatiquement. Mais là, en fait, on n'a pas accès directement au frigo, puis ce serait un peu long d'attendre que ça... Donc il va falloir qu'on simule un petit peu les choses. Donc on va essayer de simuler le fonctionnement le refroidissement et puis
le réchauffement, et là encore c'est très imparfait, mais on va essayer de faire quelque chose qui se rapproche un tout petit peu. Donc on va essayer de simuler la variation de température. Eh bien, je pourrais dire que si le compresseur est actuellement vrai, je m'attends à ce que la température elle diminue. Alors, compresseur, c'est cette variable qui était vrai ou faux, hein. Et là, ici, c'est pas une égalité, c'est une double égalité, parce qu'on veut vraiment vérifier est-ce que ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'assigner la valeur vraie à une variable qui s'appellerait compresseur. C'est déjà fait en haut, là. Nous, ce qu'on veut voir, c'est est-ce que ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. C'est pour ça qu'il faut 2 égales, parce que égal seul, c'est déjà utilisé pour l'assignation à une variable. Bon, alors, si le compresseur fonctionne, donc moi, je m'attends à ce que la température mesurée, la température mesurée, je m'attends à ce qu'elle soit égale à la température mesurée moins 1. Alors, je pense que ça serait moins que moins 1. Enfin, tout dépend combien la durée d'intervalle entre les différentes mesures. Mais là, c'est juste pour avoir un truc qui va en fait dans le bon sens. Inversement, si le compresseur il est faux, donc il n'est pas en train de refroidir, donc je m'attends à ce que la température mesurée ce soit égal à la température mesurée plus 1. Donc je prends la même valeur et je l'incrémente. Ok. Bon, on a fait beaucoup de choses et on a testé rien, quoi. Donc c'est peut-être un peu compliqué, mais si je fais run maintenant... ah oui, non, là j'ai fait une grosse connerie, pardon. Non, ça va, j'ai pas encore fait une grosse connerie parce que j'ai pas encore fait de boucle. Et j'ai même pas encore indiqué de choses. Bon, j'espère qu'il y a encore des survivants. Donc ce que je vais rajouter, déjà effectivement une information sur la valeur de mes paramètres. Donc ce qui est vraiment important pour moi, c'est que j'aimerais bien savoir s'il marche ou il ne marche pas mon frigo. Donc je vais mettre compresseur. Je vais faire virgule et je vais mettre compresseur. Alors, compresseur, ça c'est la chaîne de caractères pour savoir quelle est la variable. Compresseur, ça va être la valeur de la variable. Je vais mettre la température désirée. Mesurée. Temp measured. Ok, et je vais mettre donc la température mesurée. Temp measured. Ok. Et là, il va l'exécuter qu'une fois. Donc ça ne va pas aller très loin, mais au moins je vais voir si on a des résultats. Compresseur ne fonctionne pas, température mesurée 3. D'accord. Donc moi, mon problème maintenant, c'est qu'il faut que je fasse une boucle. Si je veux que ça marche, il faut que ça s'exécute plusieurs fois. Ça, c'est une chose. Ensuite, il va falloir aussi que j'apprenne à ne pas faire la mesure plusieurs millions de fois par seconde. Parce que le danger quand on fait des boucles, surtout si on fait une boucle infinie, c'est qu'on mange toutes les ressources de l'ordinateur, parce qu'il n'y a pas de pause, et puis parce que on est dans un truc qui ne s'arrête pas. Donc, ce que je vais rajouter, on va importer au début du programme la possibilité de faire des pauses. Et il y a une librairie qui est déjà installée dans Python qui s'appelle Time, qui est capable de gérer notamment les pauses. Donc si je fais import Time, je vais pouvoir trouver la pause. Alors, bon, ici, qu'est-ce qu'il y a dans cette librairie? Il y a quelque chose que je ne vous ai pas montré, c'est que vous avez la possibilité de faire de l'introspection sur les variables et sur les librairies que vous importez. Et c'est quoi l'introspection? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que vous pourriez faire print, et vous pourriez faire alors help de time pour voir si quelqu'un a écrit des indications sur la façon d'utiliser cette librairie. Je fais run. Et là, vous voyez, en bas, j'ai tout plein d'informations qui sont en train d'apparaître sur la façon d'utiliser cette librairie-là. Alors, pour quitter, il faut appuyer sur Q, par contre. Quitte, Q, pour revenir ici dans le prompt. Ou bien, vous pouvez faire dir de time. Dir de time, ça va chercher les fonctions qui sont à l'intérieur de cette librairie ou de cette variable. Sans explication, par contre, humaine, parce que là, ça va être fait par la machine. Et là, vous voyez que
dans cette... Alors, est-ce que je vois ce qui m'intéresse ici? Ça, c'est tout ce qui se trouve dans cette... est-ce que j'ai un truc qui s'appelle sleep? Oui, je vois qu'il y a une fonction ici qui s'appelle sleep. Il existe dans cette librairie une fonction qui va s'appeler sleep, donc dormir. Donc, et d'ailleurs, bon, quand vous faites... Je vais, à la fin, je vais demander au programme de faire une petite pause. On a fait import time, et si je fais time.sleep, quand j'ai fait le point, il m'a proposé tout plein de choses. Et en fait, il a fait l'équivalent du dire. Et il voit tout ce qui est dedans. Et quand je fais S, il me montre toutes les fonctions qui commencent par S dans cette librairie. Sinon, vous utilisez Google, enfin un moteur de recherche, si vous tapez Python, sleep, quelque chose, et puis, ou bien pause, et puis vous trouverez très rapidement. Mais donc oui, dans cette librairie time, il y a une fonction qui s'appelle sleep, et elle prend un nombre qui va être le nombre de secondes. C'est marqué ici, sleep, nombre de secondes. Bon. Maintenant, si je fais cette opération, elle est toujours exécutée qu'une seule fois. Et puis, il fait une petite pause d'une seconde. Alors, pourquoi je fais une petite pause d'une seconde? Parce que je vais maintenant le faire une boucle infinie. Donc, pour être sûr qu'il ne me mange pas toutes les ressources de mon ordinateur, une petite pause, c'est une bonne idée. Alors, comment je vais faire ma boucle infinie? Ben, ça, c'est ce qu'on avait défini au départ. Alors, mon cerveau, il faut qu'il fonctionne tout le temps. La simulation, il faut qu'elle fonctionne tout le temps. Et puis, qu'il me dise aussi tout le temps quelles sont les variables. Et donc, je vais faire une boucle. Et cette fois-ci, je ne vais pas faire une for, mais je vais faire une boucle tant que. Et en fait, comme elle est toujours vraie, enfin, je veux que ce soit toujours vrai, ben, je lui dis vrai. Tant que c'est vrai, et comme vrai, c'est toujours vrai. La condition. Tant que c'est vrai, j'aimerais que tu fasses tout ce qui est en dessous là. Donc je prends tout ça. Je prends tout ça. Et je fais tab. Et donc, on voit bien cette fois-ci que tout se retrouve tant j'ai mes conditions initiales, j'ai une boucle infinie, et sous ma boucle infinie, j'ai tous les le cerveau du frigo, la simulation et des informations. Et maintenant, si je fais print, enfin si je fais play, qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est bon. Je vois que, vous voyez, le compresseur il s'éteint, la température mesurée, elle est en train de varier. Bon, elle va jusqu'à 0, ce qui est un peu trop faible quand même, mais bon, et elle monte jusqu'à 6, ce qui est un peu beaucoup. Mais voilà, c'est peut-être pas les vraies valeurs, hein, mais en tout cas, vous voyez l'idée. Et comme ça, vous pouvez maîtriser des appareils de climatologie, etc. Alors, comment j'arrête ce truc-là? Parce que j'ai quand même créé une fonction infinie, même si je lui donnais un petit peu de souffle avec le pause. La pause, comment je fais ça? Eh bien, quand je veux arrêter quelque chose, je vais dans le terminal. Et pour interrompre, c'est CTRL-C. Et il y a marqué Keyboard Interrupt, CTRL-C. Et donc, on a arrêté notre programme. Donc, tout ceci, là, cette petite simulation, je l'ai mis ici, même avec aussi un petit graphe. Ça c'est quand on fait quand on fera un petit peu plus tard des Jupyter Notebook, là, c'est IPYNB, on en fera dans les data science. Donc, et maintenant, on va s'intéresser à la Station Spatiale Internationale. Donc, c'est ce petit joujou qui va très très vite. Et je veux que vous soyez capable d'aller me chercher la position, latitude et longitude. Et ça fait quoi? Donc on est à 53-54 minutes. Ok. Eh bien, je vais revenir dans notre Visual Studio Code et on va faire un nouveau fichier. Et on va l'appeler iss.py et je vais faire entrer. Dans iss.py, je vais d'abord essayer de voir si j'ai des ressources avant de faire quoi que ce soit. Et donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est ISS Location. Et je vais taper API. Location, ça veut dire localisation. ISS. API, ça veut dire Application Programming Interface. Ce sont des web services, la capacité de trouver en direct des informations qui soient à jour, et non pas des fichiers dont on ne sait pas qui sont à jour ou pas. Et de toute façon, on me dit que... Alors, j'ai trouvé une page.
et on me dit que la station spatiale va à une vitesse de 28 km/h. Donc du coup, ouais, dans des fichiers, ça ne va pas le faire, parce que j'ai besoin, c'est d'une information en temps réel, en quasi temps réel. Et une API, c'est quoi? C'est une adresse HTTP quelque chose, je veux quelque chose, et on va me rendre une information. Donc il y en existe une, et on me donne d'ailleurs le format dans lequel on va me donner l'information. Donc je vais cliquer ici, et j'ai une information, j'ai une page web, mais il n'y a pas d'image là-dedans, c'est vraiment de l'information brute de chez Brut. En fait, c'est une information qui est destinée à des machines et pas vraiment à des humains. Mais nous, on sait programmer des machines, donc on va voir que si je recharge la page, les chiffres... alors, je n'ai pas fait attention. Les chiffres changent. Donc la longitude et la latitude ne sont plus la même. Les chiffres changent. Donc, ce qu'on va faire, ce que je vais vous demander, c'est d'être capable d'aller lire cette page et d'aller récupérer la longitude et la latitude. Pour ça, on va importer une librairie, mais qui n'est pas installée qui n'est pas encore sur votre machine. Et il existe déjà des librairies pour lire des pages web externes en Python, qui est déjà préinstallée, mais elles sont un peu plus longues à utiliser. Donc moi, je voulais vous montrer comment on installe une librairie externe. Pour rappel, il y a tellement de librairies en Python qui existent, il y en a près de 300 000. Et la librairie en question, elle s'appelle Request, avec un S. Donc il y a une page. Et j'imagine qu'ils expliquent comment on installe d'ailleurs ça. Où est marqué installation. Installation, si je clique là, c'est ça. Ça donne quoi? Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser pip install request. Et j'avais oublié de vous montrer ça dans la carte mentale, mais j'avais marqué quelque part. C'est que dans les outils, quand vous installez Python en local, il installe Python, mais il installe aussi un autre outil qui s'appelle PIP, qui veut dire, alors, Python Installer Package, un truc dans le genre. Donc, package, Python et installeur de package. Donc, la syntaxe, c'est comme ça. Pip espace installe le nom du package. Donc, ce que je vais faire, est-ce que j'ai encore une console qui est ouverte? Non. Je vais ouvrir une console ou un terminal. Ce que j'ai oublié de dire aussi, sur Mac, il faut taper Python 3, parce qu'il y a déjà un Python qui est existant. Et sur Windows, Python tout court, ça va très bien, puisqu'il n'y en avait pas auparavant. Et puis sur Mac, il faut taper PIP 3, et non pas PIP tout court. Bon, allons-y. Je vais donc taper PIP tout court. Si vous êtes sur Mac, vous faites PIP 3, vous faites install, et le nom du package, chez moi, il s'appelle request. Alors il me dit, tout ça c'est déjà satisfait, il n'y a pas besoin de faire des trucs, c'est déjà installé. Il va aller le télécharger, il y aura des barres blanches, il va chercher, il va installer, et puis vous aurez une nouvelle librairie toute neuve qui sera disponible. Et comme elle sera disponible, vous allez pouvoir repartir dans votre IDE, donc VS Code, et vous allez pouvoir l'importer. On va faire import request avec un S. Et si j'exécute ça, je veux voir s'il se plaint. Est-ce qu'il se plaint ou pas? D'ailleurs, on n'a pas fait assez d'erreurs, donc ce serait bien qu'il y ait des erreurs. Non, il n'y en a pas. Parce que les erreurs vous donnent des indications. Donc, import espace request. Et dans la vérité, vous faites tout plein d'erreurs. C'est tout à fait normal. Alors, comment ça s'utilise? En général, soit on essaie de faire de l'introspection, soit, encore mieux, on essaie de voir si sur le site de la librairie, il n'y a pas un exemple. Voilà. Et là, très souvent, les développeurs mettent tout de suite les trucs le plus utiles. Et après, il y a une documentation qui est plus avancée, etc. Mais ici, ce que je vois, ce que fait cette librairie, c'est qu'elle crée ici, là, il crée une valeur, une variable. Ils vont utiliser le module request. Ils vont utiliser une fonction get dans le module request qui va prendre une adresse HTTP ou HTTPS et qui est même capable, et ça c'est optionnel, qui est capable aussi de donner un identifiant et un mot de passe. Je vais prendre tout ça
hein, le raccourci qu'on va le plus utiliser chez les développeurs, c'est CTRL-copie, CTRL-V. Et je me dis, j'ai envie de modifier ce truc-là. Alors déjà, ce que je sais, c'est que l'API qu'on a utilisée tout à l'heure ne nécessite pas d'authentification. Elle est publique, elle est accessible à tous. Donc pas besoin de ça. Et après, je sais que c'est pas ça, ce truc. Hein. Donc je vais enlever tout ça. Wow. Je vais enlever tout ça et je vais chercher l'adresse de l'API. L'API est ici, je fais copie, je reviens sur mon programme là. Et donc je vais mettre ça ici. Est-ce qu'il se plaint? Est-ce que ça explose? On fait run. Il se plaint pas, mais il me donne rien parce que j'ai pas non plus dit ce que je voulais. Alors en fait, si je faisais print R, qu'est-ce qui se passerait? Print R. Ok, je fais exécuter. Et il me dit réponse 200. D'accord. Alors 200 en général, ça veut dire que tout s'est bien passé, mais en fait, je ne sais pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc-là. D'ailleurs, si je voulais voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce truc-là, je pourrais faire un dir, print de dir de R, pour faire un petit peu d'introspection. Faisons l'introspection. Qu'est-ce qui se passe? J'ai tout plein de trucs. Notamment, j'ai un truc du genre texte. Ok. Ben, si je faisais print, et j'ai aussi un autre truc qu'on verra après, qui s'appelle JSON. JSON, ça va nous dire tout après. Mais bon, ce que je vais faire print R de texte, parce qu'on m'a dit que ça existait. Je crois qu'il faut mettre... je ne sais plus si vous mettez une fonction ici ou pas. Non, je n'ai pas besoin de mettre une fonction. Et si je mettais une fonction, ça donnerait quoi? Normalement, ça ne devrait pas exister. Hein. Mais je voulais juste voir si... d'accord. Non, c'est vraiment en fait... C'est vraiment un paramètre. Donc ce que je vous avais dit tout à l'heure, quand c'était en violet, c'est une fonction, non, pas forcément. Ça peut être juste un paramètre, c'est-à-dire quelque chose qui ne demande pas de paramètre. Bon. Alors, print de r.text, ça donne le résultat de la page. Donc, imaginons que vous alliez... Alors là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Mais imaginons que vous vouliez lire automatiquement ce qu'il y a sur lemonde.fr, n'importe quoi. Ben, vous pouvez le faire d'un point de vue de la programmation. Et après, si vous voulez faire une analyse automatique des mots-clés, vous faites des if, ceci est présent, ben, tiens, prévenez-moi, etc. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est chercher la latitude et la longitude. Alors, je pourrais la chercher depuis mon texte, là. Et faire une sorte d'analyse de texte, et puis aller chercher... exactement ça. Mais il y a plus simple. Et je retourne sur ma librairie. Il y a, plutôt que texte, il y a une fonction qui s'appelle JSON. Et ce que ça fait, cette fonction, c'est que, comme on sait que... alors, je ne vous ai pas expliqué ce texte JSON. Alors, JSON, c'est ce qui est ici. Qu'est-ce que c'est que JSON? D'ailleurs, c'est un point JSON. Ça veut dire, JS, c'est pour JavaScript. ON, c'est pour Object Notification. En JavaScript, un objet, ça ressemble à ça. Et en fait, c'est exactement un dictionnaire en Python. C'est exactement la même notation qu'un dictionnaire Python. Donc, en gros, la fonction JSON, et du coup, c'est une fonction, elle va transformer un objet JavaScript en dictionnaire que je vais pouvoir manipuler. Et manipuler, on l'avait fait puisqu'on avait dit que le dictionnaire c'était clé, valeur, et qu'on savait le manipuler. Donc, que va-t-on faire? On va revenir ici. Je vais tout de suite peut-être lui donner JSON, là, parce que je peux enchaîner mes commandes. Donc je lui dis, et ça se lit de gauche à droite, je lui dis, va chercher la page, et après, j'applique la fonction JSON, et je lui dis, transforme ce truc-là en un dictionnaire Python, parce qu'on sait déjà que c'est du JSON. En gros, c'est ça veut dire. Ok, et si on sait déjà que c'est du JSON, je vais pouvoir essayer d'aller chercher mes clés. Et qu'est-ce qu'il y a comme clé? Ben, je vois qu'il y a une clé qui s'appelle timestamp, ça me donne l'heure, bon, dans un format particulier. Message, ça me donne un résultat, succès ou pas. Mais surtout, ce que je vois, c'est que je peux effectivement lui donner une clé qui s'appelle ISSPosition. Donc, je peux lui dire ISSPosition. Donc, je vous rappelle que c'est des crochets qu'on avait vus tout à l'heure pour à la fois les listes, mais aussi les dictionnaires. Si j'exécute ici, je vois que j'ai quelque chose qui est plus court. Ben, c'est normal parce que la clé ISSPosition donnait un dictionnaire en entier. Il y avait un dictionnaire dans le dictionnaire.
Et comment je peux encore accéder du coup à longitude ou latitude? Eh ben, je peux aussi enchaîner les crochets. Donc je cherche longitude, et si je fais play, run plutôt, je vois ici que j'ai ici la longitude. Donc maintenant que j'ai compris comment je peux aller me déplacer dans le dictionnaire Python, je vais aussi pouvoir créer mes variables. Donc, créons une variable qui va s'appeler longitude. Ok, qu'est-ce que je vais faire ici? Eh ben, je vais aller... Je suis un petit peu fatigué. Alors, longitude, ah oui, je vais aller chercher R, donc ça c'était la réponse. Et donc je vais prendre ça. Ok. Je vais faire exactement la même chose pour latitude. Ok, je vais faire latitude. Et ce que je vais chercher, c'est ceci. Latitude. Ok. Et du coup, moi j'aimerais être capable d'imprimer. Print. J'aimerais être capable d'imprimer, je sais pas, la latitude. Et je vais mettre latitude. Puis j'aimerais être capable d'imprimer la longitude. Et je vais mettre ici longitude. Longitude. Ok. Si je fais cette opération, je fais run, que se passe-t-il? Alors déjà ça, j'ai plus besoin de ce truc-là, c'était un test tout à l'heure. Donc je l'enlève. Mais je vois qu'il a été capable de me chercher la latitude et la longitude. Maintenant, si je veux pouvoir voir comment ça varie dans le temps, comment est-ce qu'on va faire? On va faire une boucle. Je ne vais pas faire une boucle infinie parce que évitez de solliciter trop des serveurs si vous n'avez pas besoin, parce que si vous les sollicitez de trop, ils peuvent vous éjecter parce que vous mangez trop de ressources. Donc, je vais faire une boucle qui n'est peut-être pas infinie. Je vais faire une boucle... mais en fait, il faudrait faire des fonctions, etc. Mais bon, on va faire simple. On va faire pas très propre. Mais si je fais une boucle, j'ai envie d'exécuter la requête 5 fois. Il y a une fonction qui s'appelle range qui me fait une sorte de pseudo-liste que je vais pouvoir appeler 5 fois. Donc en fait, for i in range 5, je crée une sorte d'index là qui va parcourir 0, 1, 2, 3, 4 en gros. Donc ça, c'est une boucle qui va être exécutée 5 fois. For i in range 5, ça aurait pu être index ou autre chose. Exécuter ce truc-là. Donc là, il faut que je fasse tabulation parce qu'il faut que je sois en dessous des 2 points et que ce soit indenté. Si je fais cette opération, il va aller chercher les choses. Alors, si je fais rien d'autre, il va tenter de faire ça, en espérant que j'ai pas fait d'erreur, mais il va y aller très très vite. En fait, dès qu'il a la réponse, il va tout de suite y aller, dès qu'il a la réponse, il va tout de suite y aller. Nous, on va faire au moins une petite pause, et on va faire import. Alors, pause, on l'a déjà vu tout à l'heure, quand on a fait notre fameux free-woo. Alors, import time, ok, et on va faire notre requête, et on va faire time.sleep.slip, ça existe, et on va s'endormir pendant 1 seconde. Donc, que va-t-on faire de neuf? Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. On fait run. Et effectivement, ça fonctionne. Vous voyez, c'est en train de varier dans les requêtes que je fais. Et comme ça, on pourrait imaginer tout plein de trucs. Si, par exemple, ça passe au-dessus de, je sais pas, de la France, il suffit d'avoir une boîte avec latitude, longitude pour la France, vous pourriez peut-être, je sais pas, faire cocorico, envoyer un message sur Twitter ou que sais-je. On pourrait automatiser des choses. Mais là, ce qui m'a intéressé dans cet exemple, c'est de vous montrer qu'on est capable de chercher des données qui sont vivantes au travers de ces fameuses API, que vous êtes capable d'aller chercher dans un dictionnaire des variables dont vous avez besoin, vous êtes capable de les afficher, et donc a priori vous êtes capable de faire des choses en fonction de conditions. Et j'ai rassemblé la chose dans là-dedans, donc dans le Jupyter Notebook, donc qui sont ces petites cellules de texte et de code. Et je vous donnerai tous les liens dans la description de la vidéo. Et là d'ailleurs j'ai mis une fonction pour que ce soit un petit peu plus propre. Et vous voyez qu'on peut aussi aller chercher, faire une boucle pour aller chercher tout ça. Et puis on peut même
créer une carte. Donc il y a, alors ça il faut être dans ces Jupyter Notebooks pour que ça marche, parce qu'il faut être dans une page web pour que ces cartes fonctionnent. Ça s'appelle Folium. Folium. Avec quelques lignes de code Python, vous pouvez faire votre carte qui fonctionne dans une page web. Et Getting Started, c'est toujours une bonne idée. Et il faut importer la librairie, l'importer. Et après, on crée, il y a une fonction pour créer une carte, Folium Map. On donne une liste à l'endroit où on veut que la carte soit centrée. Donc elle est centrée ici. Et ensuite, on peut même rajouter des marqueurs. Des marqueurs. Alors, on peut changer le type de la carte, etc. Il suffit de regarder les petits morceaux, de copier-coller, de modifier. Et vous voyez, il y a une fonction pour créer des marqueurs à des positions. Et donc là, il y a des marqueurs à des positions. Et comme ça, vous pouvez faire des cartes interactives, etc., etc. Ok, donc on va peut-être s'arrêter là, parce que c'était quand même très très long. Donc je vous remercie de votre attention, et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, ou si vous voulez plus de précision sur certaines choses. En tout cas, merci, et au revoir.